Le magasin dans lequel nous nous trouvons ici conserve les archives pour une grande part du pouvoir exécutif. Dans la continuité, on trouve ensuite toutes les séries de la Révolution française, notamment lorsqu'il s'est agi de remplacer le pouvoir exécutif que représentait le monarque après sa déchéance en août 1792. Il a fallu le remplacer par d'autres formes organisationnelles et c'est tout ce que couvrent les séries ensuite AF2, AF3, jusqu'à ce qu'on passe ensuite avec AF3 à l'instauration du directoire exécutif. Et puis ce même magasin ensuite rassemble les archives avec un saut chronologique important des archives des chefs d'État. Et puis l'histoire continue, l'histoire de ces deux doubles strates de pouvoir pendant la guerre 39-45, avec le pouvoir qui est à Vichy et puis le pouvoir qui est représenté par la France libre et la France combattante. On aborde ensuite la question de la 4e République, c'est la sous-série 4AG, avec les fonds de Auriol, de Coty, puis on arrive au général de Gaulle. Donc les boîtes se présentent telles que Camus les avait imaginées, garde des archives de l'Assemblée, pour compiler les lois qui lui étaient envoyées, d'abord sous forme d'authentiques, et puis a posteriori il a conservé des copies. Je parle de lois en réalité pour être plus exact sur cette période, le décret précède la loi. Et les assemblées législatives produisent des décrets qui deviennent des lois lorsque le pouvoir exécutif les enregistre et y met une marque de validation. Donc on est sur des archives qui en fait sont encore des archives qui s'appellent des décrets dans ces boîtes-là au début de la période. Et on est sur des archives scellées. Ça aussi c'est une particularité qui existe jusqu'en 1792, qui s'interrompt ensuite. Et à partir de l'an 11, à nouveau, ces fameux décrets devenus lois sont à nouveau scellés, et cela jusqu'en 1869, jusqu'à l'instauration de la 3e République qui change la façon de faire. Donc lorsque Camus recevait ces décrets pour conservation, il faisait un premier travail de les ordonner, de les classer par catégorie juridique, et on a conservé sa façon de travailler, sauf pour la période de la Convention, où les archives des lois ont été remises dans un ordre chronologique strict. Donc ça se présente de cette façon-là pour cette période jusqu'en 1792 avec des actes qui sont ici scellés. Donc ici avec le grand sceau de majesté de Louis XVI, sceau et contre-sceau à l'avers, qui est la marque effectivement de corroboration du roi. On est donc là sur des lettres patentes du roi qui sont enregistrées ensuite et mises dans cette collection compilée par Camus. Il s'agit là des lettres du roi sur les décrets de l'Assemblée nationale des 14, 15, 18, 20 et 21 mars 1790 qui sont relatives à la suppression de plusieurs impôts impopulaires de cette époque, et en particulier la suppression de la gabelle, du carbouillon et des impôts qui en général portaient sur la vente des sels. Donc ça c'est la suite de la secrétairerie d'État avec ici le volet plutôt financier de l'Empire. Il faut imaginer que vous avez dans ce seul registre la totalité de la compilation des budgets en 1811 de toutes les villes de l'Empire, de tout l'Empire napoléonien, dans cet extraordinaire registre avec une relure parlante, si on peut dire, avec ses abeilles, le monogramme de Napoléon. Et on a ville par ville l'état financier de chaque commune. Alors on se trouve ici face à plusieurs volumes qui commencent ici en 5AG 1416 et qui ont été extrêmement bien conditionnés, reliés d'abord, et qui viennent de faire l'objet d'une opération de numérisation en vue de leur mise en ligne au début de l'année 2016. Je veux parler des discours, la collection des discours autographes, manuscrits autographes et ensuite annotés du général de Gaulle. Et donc pour chaque manuscrit, on a souvent donc des versions dactylographie à annoter, mais pour certains, on commence d'abord, voilà, par exemple ici, le discours prononcé à Strasbourg le 7 avril 1947, par avoir la version autographe du général corrigée de sa plume
avec tous les remords, les corrections, les surcharges, etc. Et puis ensuite la version dactylographiée mise au net, comme ici. Donc la totalité de ces archives-là, de ce fonds-là de discours a été numérisée jusqu'en 1969 et est proposée en ligne